Et j'ai passé ma vie à m'occuper des personnes en fin de vie et à faire de la recherche sur la problématique de la souffrance. Est-ce que, on peut changer, la problématique de la souffrance est-elle si éloignée de ça, de la problématique de la vulnérabilité? C'est un des premiers articles que nous avons publiés où à partir de données empiriques, nous sommes arrivés à prouver en quelque sorte ce que Eric Cassel avait écrit dans son essai fameux de 1982 du New England Journal of Medicine, où il disait que les soins de santé peuvent causer de la souffrance et dans certains cas, plus de souffrance que le soulagement. Ici, dans cette recherche qualitative, une des participantes disait les services de santé, je trouve que ce n'est pas extraordinaire parce qu'on souffre énormément, on souffre plus que la maladie sur nous autres, on est au Québec. Et cette recherche-là a été corroborée par des recherches faites en Scandinavie. Alors, rapidement, on change de diapo. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais moi, je suis très pratico-pratique. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de faits qui vont vous montrer que ce qui se passe chez nous, c'est très, très semblable à ce que vous vivez ici. Le Québec, c'est une société de 9 millions d'habitants. Et bon, on va parler un peu de ce qui s'est passé. Là, vous allez trop vite. Je voulais juste dire que dans bien des cas, je n'ai pas parlé au professeur Chauvin avant de préparer ma conférence, mais il y a certaines diapos qui sont les mêmes que lui. Alors, je m'en excuse. Mais c'est consolant, ça veut dire qu'il y a une pensée convergente, n'est-ce pas? Alors, l'espérance de vie, la prochaine. Au Québec, à la naissance, en fonction du temps, on voit la formidable expansion en moins d'un siècle de l'espérance de vie. Au Québec, c'est le même phénomène. J'ai vu les courbes tout à l'heure en France. Si on compare à la France, on voit que l'espérance de vie est meilleure pour les Françaises de 1 année, 0,2, mais elle est meilleure pour les Québécois d'1 année, 0,3. Allez savoir pourquoi. On peut changer. Un autre élément qui est très important, c'est le changement formidable que nos sociétés ont vécu par rapport aux causes de décès. En 1981, c'est pas très loin, j'étais jeune médecin à cette année-là, le tiers des décès était attribuable à la mortalité cardiovasculaire. Aujourd'hui, c'est le cancer qui occupe la première place. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une progression extraordinaire dans les moyens de prévention et de traitement des maladies cardiaques. Mais ça veut dire autre chose. On peut passer à la prochaine. Regardons ce qui se passe par rapport à l'évolution de la mortalité par cancer du poumon. On peut dérouler l'ensemble parce que j'avais fait des animations là, qui ne sont pas appropriées. Cancer du poumon, c'est le cancer chez nous, en tout cas, le plus important en termes de mortalité par cancer, et de loin, qui occupe le premier rang. À la fin des années 70, quand je faisais mes études de médecine, la survie moyenne des cancers du poumon, incluant les cancers opérés, était autour de 7 mois. Alors, quand on diagnostiquait un tel cancer, comme un cancer du pancréas ou de d'autres organes importants, on disait aux patients, bon, tu as un cancer incurable, va voir ton notaire et rencontre les gens que tu aimes. Alors, parce que l'issue est non seulement probable, mais elle est assez proche. Maintenant, ces mêmes cancers ont des survies extraordinairement plus importantes. Cancer du poumon, en 2019, selon une étude, on est passé de 7 mois à près de 27 mois. Donc, ça change énormément le vécu des personnes qui y sont confrontées et qui sont, je le répète, la majorité des gens. Donc, on a un changement très, très important dans la médecine et je crois que les penseurs de cet institut y ont longuement réfléchi. On va regarder, oui, merci de dérouler. Alors, on va regarder quelques nouvelles causes de décès. D'abord, COVID. Bon, peut-être quelqu'un a l'explication. Je ne sais pas pourquoi, en France, COVID
est masculin, alors que chez nous, au Québec, c'est féminin. Il y a sûrement une raison. Il y a peut-être des linguistes qui pourraient nous donner l'information, mais ça me fait toujours rire. Je crois que l'Académie française a retenu la COVID. Mais je ne l'ai jamais entendu dans les informations, en tout cas. Alors on est peut-être plus en phase avec l'Académie française. Bon, enfin. Quand je parle de CHSLD ici, c'est EHPAD. Hein. Essentiellement, c'est la même chose que les EHPAD. Alors, au Canada, puis certaines diapos qu'on vient de projeter, c'est les mêmes, finalement, les mêmes informations. Plus de 80% des décès sont survenus en EHPAD. C'était la proportion dans ce rapport-là la plus importante au monde. Mais c'est un phénomène qui existait ici aussi. Moi, je me souviens, au mois de février 2020, j'écoutais les informations françaises, puis on voyait au début l'Italie et la France. Et on voyait le matin la sortie des bières, des EHPAD. Et je me disais à l'époque, si ce n'était pas commencé encore chez nous, je me disais, mon Dieu, quelle catastrophe, pourvu qu'on ne vive pas une chose aussi terrible. Bien, on a fait pire. On a fait pire. C'est-à-dire qu'il y a eu encore plus de mortalité dans ces milieux-là. Et c'est assez particulier parce qu'au Québec, c'est la proportion au Canada des 65 ans et plus la plus importante qui vit dans les EHPAD. Près de 10 %. Ça veut dire qu'une personne sur 10 termine sa vie dans ce genre d'établissement. Et malheureusement, c'est chez nous que la proportion le nombre de travailleurs de la santé pour 100 personnes vivant en EHPAD est le plus faible. C'est même la moitié de ce qu'on observe en Norvège et aux Pays-Bas. Suivante. Une autre surmortalité que l'Institut devra regarder, parce que je suis sûr que ça va atteindre la France, c'est la mortalité par surdose. La surdose, les intoxications là, aux opioïdes ou aux autres drogues, ça devient une cause très importante et la cause la plus importante qui a affecté une récente baisse de l'espérance de vie au Canada. Alors, c'est très important. Au Québec, dans la dernière année où nous avions des statistiques, il y a eu 586 décès reliés à cette cause-là. J'ai mis les groupes d'âge, mais je n'y reviens pas nécessairement, mais ce n'est pas comme on pense. Hein. C'est les 50-59 ans qui sont les plus souvent terrassés par ce problème. La chose qui n'est pas écrite dans cette diapo, c'est que ce chiffre de 586 est exactement le même que le nombre de décès par sida au Québec en 1995, l'année du pic de l'épidémie de sida. Est-ce que vous avez entendu aussi souvent parler de surdose que de sida? Chez nous, on n'en entend jamais parler. Et pourtant, c'est un problème aussi important en termes de santé publique. Alors, le rapport de dépendance, je l'ai un peu trafiqué, mais mon prédécesseur en a parlé. On va l'exprimer un peu autrement si on regarde les personnes de plus de 65 ans qui pourraient avoir besoin d'aide par rapport aux personnes de 20 à 64 ans. En 1980, pour une personne aidée, il y avait un peu plus que 7 aidants potentiels chez nous. Aujourd'hui, ce chiffre a traversé la barre du 3 aidants potentiels par personne aidée. Voyez-vous l'effet énorme auquel nos sociétés sont confrontées et surtout ce qui se passe chez les gens qui ont besoin d'aide. Quand on parle de vulnérabilité, c'est de ça qu'on parle précisément. Évidemment, tout ça se fait, on peut changer de diapo, dans une société. J'ai regardé quelque chose de très important en rapport avec cette belle affiche dont on a parlé au tout début, la question du travail des femmes. Sur une période des 75 dernières années, chez nous, on a connu un afflux massif des femmes sur le marché du travail. Ces femmes qui, en 1953, habitaient chez elles, s'occupaient des enfants, s'occupaient aussi des malades. Aujourd'hui, elles travaillent et elles cumulent
plein de fonctions en plus, parce qu'elle continue de s'occuper des enfants, mais ont-elles le temps? Et c'est elle encore qui s'occupe des malades beaucoup plus. Mais ça pose un problème très important qui est de nature sociale. Alors, la suivante, ça c'est la suivante, oui, c'est exactement ce que le professeur Chauvin vient nous parler. Je veux juste, bon, c'est la définition de la vulnérabilité de l'Institut national de santé publique du Québec. Je veux juste vous faire penser à certains mots. Blessure, coup, ennemi, attaque. La personne vulnérable est donc victime et dépendante. Ces deux éléments-là sont extrêmement importants. Prochaine diapo. Le grand âge, la question des centenaires. Bon, on pense, moi je pense toujours à Jeanne Calmet, et je me dis la France est un pays de centenaires. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à cet âge vénérable. Chez nous, avant l'an 2000, l'Institut de la statistique ne calculait même pas, ou en tout cas ne donnait pas de nombre de centenaires. Cette année-là, il y en avait 743 et l'année dernière, on était rendu à 2589, c'est-à-dire une augmentation de 248 %. Je parle des centenaires, je pourrais parler des gens de 90 ans et plus, mais les centenaires, ce sont d'une part des gens d'une extrême vulnérabilité ou enfin fragilité, en même temps que ce sont nos plus forts pour s'être rendus là, ce qu'on oublie. Un autre élément sociologique, c'est la question de la solitude, de l'isolement. À l'heure actuelle, il y a quelques années, près d'une personne sur 5 au Québec vivait seule. Ce nombre, évidemment, augmente dans la grande métropole de Montréal. Et dans Montréal, dans le centre-ville, c'est un phénomène extrêmement important, si bien qu'il dépasse 50 % des gens de 65 ans et plus, donc qui vont être malades, qui vivent seuls. Alors, ça pose un défi extrêmement important au niveau de la vulnérabilité. Parlons maintenant, je regarde là, oui, il me reste 10 minutes, ça va bien aller. Alors, allons au prochain. On a parlé tantôt de l'accès aux médecins généralistes et tout ça. Là, je vais vous parler du système de santé québécois. Quand on est de l'étranger, on aime bien dire « notre système est le meilleur ». Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire ça. Entre autres, la question de l'accès aux médecins de famille ou généralistes. À l'heure où nous nous parlons, plus de 2 millions de Québécois n'ont pas accès à un médecin de famille. Ça a de multiples causes, mais ça a un effet extrêmement grave. Et je pense que, en tout cas, quand je vois la situation en France, j'ai l'impression que ça s'en vient un peu comme ça. Puis dans certaines régions, là, c'est comme ça. Et ça, c'est la... Bon, écoutez, quand on parle d'accès aux soins, c'est quand même un élément important. On peut passer au prochain. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, c'est un petit... Au Québec, on a une espèce de système où tout citoyen peut aller voir telle journée, telle heure, ce qui se passe dans le système de soins. C'est assez intéressant. Alors, ça s'appelle l'Index Santé Québec et j'ai fait une photographie le 24 octobre dernier à 17h17 exactement. Et à ce moment-là, le 801, ça, c'est la ligne dédiée où les gens appellent pour avoir une information de santé. À ce moment-là, l'attente dépassait 60 minutes. C'est juste appeler pour parler à quelqu'un. Le taux d'occupation dans les urgences pour l'ensemble du Québec à ce moment-là était de 117 %. Ça veut dire qu'il y avait plus de patients que de places. Le nombre total de personnes à l'urgence, ça, c'est peut-être pas important, là, 5 000, au-dessus de 5 000. Le nombre de personnes sur ces gens-là qui attendaient pour voir un médecin, un premier contact, dépassait 2 000 patients. Et la durée moyenne de séjour dans la salle d'attente était près de 6 heures. Ça veut dire qu'on attendait pendant près de 6 heures pour rentrer dans les urgences. Et alors qu'une fois qu'on était rentré, qu'on avait vu un médecin, qu'on avait un diagnostic, avant d'être hospitalisé, le délai passait à 18h30. Je ne sais pas si en France on a de telles statistiques, mais peut-être pas publiques, mais ça existe, on le sait. On le sait.
Maintenant, allons à la prochaine, qui est la question. Oui. C'est rassurant, on n'est pas tout seul. On se sent. Alors vous connaissez tous le proverbe, hein? Quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Alors, la question des budgets, c'est une question, notre collègue économiste en a parlé. Les dépenses de santé par habitant en dollars constants au Canada, c'est considérablement augmenté entre 1975 à 2023. Donc, on dépense de plus en plus pour la santé. Mais quand on regarde ces statistiques avec le nombre, qu'on compare avec le nombre de personnes de plus de 65 ans, cette augmentation fond comme neige au soleil. Hein? Alors, ce que ça veut dire, c'est que, oui, on dépense plus, mais on dépense moins de ce que la situation le demande. Exactement. Avant de conclure, je ne peux pas, venant du Québec, ne pas vous parler de cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur en décembre 2015, légalisant l'euthanasie. Et on voit ici les chiffres de la Commission nationale de la fin de vie du Québec qui nous montre une augmentation constante du nombre d'euthanasies pratiquées chez nous. On va regarder la prochaine. Et la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quand on compare aux autres pays où cette légalisation a eu lieu, le Québec représenterait l'endroit où cette mesure est le plus souvent choisie par les gens. Et ça, peu importe l'opinion qu'on a par rapport à cette mesure, ça doit questionner par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je reviens à mes travaux sur la souffrance. J'ai 2-3 petites choses à vous dire. Il me reste... Ça va bien. Et ça va bien. Alors, il y a une des choses qu'on a publiées dernièrement, c'est cet article sur la souffrance dite non somatique. Et nous croyons de plus en plus, je ne croyais pas ça du tout il y a 20 ans, là. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule, c'est que la distinction entre ce qu'on appelle la souffrance somatique et la souffrance non somatique pourrait ne pas exister, à notre avis. Donc, on a parlé ce matin des vulnérabilités physiques. Hein, le fait, par exemple, d'avoir un problème avec une jambe ou quoi que ce soit. Il semble, comme le disait Ricoeur, que l'une n'existe pas sans l'autre. Oui, il y a des niveaux, mais c'est indissociable. Et quand on va se pencher sur les vulnérabilités, je crois qu'il est impératif de ne pas oublier cette dimension-là où tout est intriqué, mais je pense que ça a été très évident durant la journée. La suivante. Un autre résultat de nos recherches empiriques semble nous dire que l'être humain, traversé par l'expérience de la souffrance intense, a, dans plusieurs cas, les ressources nécessaires pour passer au travers de l'état de souffrance, pour accéder à un autre état, un autre moi. Est-ce que le terme « passer au travers », c'est franco-français? S'en sortir, oui. Passer au travers, c'est parce que je pense à Virginia Woolf et son miroir, là, etc. Comment sortir? Oui, ça va? Alors, ça pose la question, et je vous pose la question, comment sortir de l'état de vulnérabilité? D'abord, est-ce qu'une sortie de la vulnérabilité est une chose possible? Et si oui, de quelle manière? L'avant-dernière, oui, c'est vraiment l'avant-dernière. Ah, ça, c'est une photo de famille. Alors, ça date quand même, c'est dans les années 30. Chez nous, les gens c'était une société de paysans qui, autour de la crise économique de 1929, ces gens-là ont migré vers les villes pour travailler dans les usines. Et je ne sais pas si vous remarquez, à l'extrême gauche, hein? Ça, c'est mon arrière-grand-père, Ferdinand. À l'époque, il avait 89 ans. Je ne vous montre pas ça pour me vanter, là, parce que de toute façon, lui, il est mort. Mais ce que je veux vous dire, c'est que
avez-vous remarqué qu'il n'est pas seul? Il y a plein de gens autour de lui. Ça, il y a peut-être une autre explication. Puis, vous avez vu qu'elles sont derrière, hein? Elles sont derrière, oui. Alors, je pense que vous l'avez dit, mais je pense que dans le travail que vous allez faire à cet institut, il faut toujours garder au premier plan la sociologie. Parce que l'être humain est un animal social et ses problèmes sont sociaux comme ses solutions. Et ça, je pense que vous l'avez beaucoup dit. Donc, voici les questions avec lesquelles je vous laisse. Non, Régis l'a dit ce matin, on ne reviendra pas dans le bon vieux temps où on perdait les femmes en couche et où la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 6 ans. Ça, c'est exclu, tout à fait. Je crois que... Oui, mais il y a des gens qui pensent, d'ailleurs, on le voit électoralement, qu'on peut revenir au bon vieux temps. Je ne parle pas de la France, là. Écoutez, sens-toi libre. Alors, oui, un général qui a déjà dit chez nous « Vive le Québec libre oui. ». Je ne viendrai pas ici pour vous dire « Vive la France libre » quand même. Blague à part, l'expérience de la vulnérabilité, pour moi, c'est proche de l'expérience de la souffrance. C'est quelque chose qui se chevauche. Et je ne crois pas qu'on peut étudier l'un sans étudier l'autre. Quoique la vulnérabilité me semble être l'expérience causée par autrui. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que la crise des vulnérabilités, parce qu'il y a une crise des vulnérabilités dans nos sociétés postmodernes, je pense que c'est un état intermédiaire, ou enfin, je l'espère, qui plaide peut-être en faveur de nouvelles solidarités fondées sur la clairvoyance. Est-ce qu'un mal peut engendrer un bien? Question philosophique. Notre philosophe nous a quittés ce matin, mais j'avais des questions à lui poser. Il faut aussi penser que si la souffrance est inévitable, est-ce que la vulnérabilité ne l'est pas aussi inévitable? Faut-il, ce matin, notre sociologue nous a dit, il ne faut peut-être pas lutter contre les vulnérabilités, mais il faut peut-être certainement les accueillir. Je dirais même plus, les accompagner. C'est d'ailleurs ce que vous avez dit tout à l'heure. Et enfin, je me pose la question, et je termine avec ça, je suis dans mon temps, est-ce que la vulnérabilité, et ça c'est un peu provocateur, mais j'aime ça finir sur une note de provocation, est-ce que la vulnérabilité n'est pas une cause nécessaire à notre solidarité? Merci.